Vidéo, aujourd'hui on va parler des critères d'évaluation dans un mémoire ou dans une thèse. Alors moi ça m'a beaucoup stressé de ne pas savoir sur quoi on m'évaluait exactement dans la thèse. Peut-être que ça vous arrive à vous aussi, et puis je vais vous donner quelques astuces, mais c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est important et où mettre les efforts. Et ça c'est un élément anxiogène en fait. Donc je me demandais toujours, est-ce que c'est le nombre d'arguments? Est-ce qu'il faut plus d'exemples? Est-ce que c'est la qualité de l'argument? Au contraire, est-ce que c'est l'épaisseur de mon chapitre? Est-ce qu'il doit faire 100 pages? Est-ce que c'est mon terrain? Parfois c'était même des questions sur mon sujet. Est-ce que j'aborde correctement mon sujet? Est-ce qu'il est bon? Parfois c'était d'ordre méthodologique. Tout ça se mélangeait parce que je n'avais pas les bonnes balises. Sur quoi exactement le jury évalue notre thèse? Je me souviens, j'avais demandé à mon directeur qui, entre deux cours, m'avait dit « Oui, c'est ça, ça, ça ». Puis bonne journée. Puis j'étais là, waouh, j'ai rien compris, je ne sais pas de quoi il parle, j'ai besoin qu'on en discute plus. Et j'avais trouvé ça extrêmement frustrant. Et peut-être que ça vous arrive à vous aussi, vous échangez avec votre directeur, puis vous vous dites, ou directrice, pardon, et vous vous dites « Waouh, c'est pas très clair tout ça ». Puis il n'a pas le temps de vous expliquer, donc en plus c'est un peu chiant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un petit peu, j'ai commencé à regarder dans le détail, surtout dans les livres de méthodologie, en fait, quels étaient les critères principaux d'évaluation d'une thèse. Il y en a plus que ceux que je vais vous présenter, mais les quatre que je vais vous présenter, c'est ceux qui reviennent constamment, ils sont toujours là. Le premier, c'est la pertinence. Ce qu'on cherche à savoir avec la pertinence, c'est quel élément nouveau ou manquant vous allez apporter à ce sujet. Le deuxième, c'est la faisabilité. Est-ce qu'on peut, techniquement, aller chercher, ramasser les données? Le troisième, c'est l'originalité. Donc là, on va essayer de comprendre les différents angles dont vous allez utiliser ou le terrain, ou la population, ou la méthodologie, ou la théorie. Donc on va aller voir un petit peu plus la manière dont on va justifier la thèse, son usage entre autres. Et la dernière, c'est la cohérence. Est-ce que c'est cohérent entre ma question de recherche, entre ma méthodologie? Je vous en parle souvent et c'est très important, les questions de posture épistémologique. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus, mais pour justement avoir une cohérence tout le long de votre thèse. Donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des postures épistémologiques qui ne fonctionnent pas avec des méthodologies. Mais comme je vous dis, j'ai mis plein de petites vidéos là-dessus, ça va vous aider. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter 3 domaines des sciences humaines. Je ferai une autre vidéo avec 3 autres domaines parce que c'est très répétitif. À chaque fois, je vais vous parler des 4 critères, mais je vais les situer justement dans des disciplines pour que ça soit plus agréable, pour que ça fasse du sens aussi, pour que ça soit un exemple concret, parce que je trouve qu'on manque beaucoup d'exemples concrets dans tout ça. On va commencer avec l'anthropologie, et vous avez peut-être vu mon autre vidéo, mon avant-dernière vidéo, celle avant celle-ci. On va reprendre un peu les mêmes sujets. Donc, on va commencer avec l'anthropologie. On va parler des pratiques alimentaires traditionnelles chez les communautés autochtones du nord du Canada. Et on va se poser la question, en quoi c'est pertinent? Donc, ce qui est important et pourquoi c'est pertinent, c'est parce qu'on peut avoir une compréhension qui peut nous permettre de préserver des cultures et des traditions autochtones. Aussi, de pouvoir promouvoir cette alimentation-là à travers la société canadienne et partout dans le monde, et aussi essayer de voir si on peut développer des manières de manger alimentaires plus saines et plus durables. Ça serait la pertinence de mon étude. La deuxième, c'est la faisabilité. Bon, on parle des autochtones, c'est une population particulière au Canada, ça prend des règlements éthiques particulier, ça demande aussi de l'argent pour être financé, pour accéder à ces communautés. Pas toutes sont accessibles en voiture, certaines doivent être accessibles en avion, entre autres, ou en bateau. Donc il y a quelques enjeux d'ordre financier là-dedans. Donc la première question de faisabilité sera celle financière. Est-ce que je vais avoir du financement pour le faire? Est-ce que je vais me greffer à une équipe qui va le faire? La deuxième, c'est vraiment éthique et culturelle. Est-ce qu'on va s'assurer de respecter ces communautés-là, de respecter les savoirs et les connaissances qu'ils ont depuis des siècles? Et est-ce qu'on ne va pas en faire un usage, par exemple, monétaire ou autre chose, les dénigrer, ou différentes choses? Donc, la faisabilité. La troisième, c'est l'originalité. Alors, très souvent, et voici l'argument qui va revenir très souvent avec mes exemples, c'est que quand on étudie la littérature de votre sujet, donc la littérature des pratiques alimentaires traditionnelles chez les communautés autochtones du nord du Canada, on s'aperçoit qu'elle
elles sont très mal étudiées, elles sont peu étudiées, elles sont peu disponibles dans la littérature scientifique. Ça, c'est souvent un argument massu, c'est important, gardez-le en tête. Quatrième point pour ce sujet-là, la cohérence. Donc, encore une fois, comme je dis, ce qui est important, c'est est-ce que ma question de recherche va être cohérente avec ma méthodologie. Là, on parle de collecte de données. Il y a de fortes chances qu'on aille chercher, comme c'est des connaissances qui sont souvent orales. Il y a de l'écrit, mais qui sont souvent orales. Ça veut dire qu'on va utiliser des méthodes qualitatives, donc en qualité. Donc, on va justement aller chercher ces connaissances-là directement dans les discours, donc dans les entretiens qu'on aura avec les membres des populations qui accepteront de travailler avec nous. Donc ça, c'est le premier sujet, la première discipline. Deuxième discipline, on va parler du droit. Donc dans la précédente vidéo, encore une fois, le sujet, c'était les effets de la légalisation du cannabis sur la sécurité routière. Donc un peu moins au Canada parce que c'est déjà légal, mais si on parle de l'Europe, c'est pas légal en Europe, sauf certains pays, bien sûr, entre autres, je pense la Hollande. Mais il y a toutes des questions en France qui reviennent très régulièrement, par exemple à toutes les présidentielles sur la question de la législation du cannabis. Et donc, la première question, c'est pourquoi c'est pertinent ? Entre autres parce que justement, c'est un sujet qui revient souvent dans l'actualité, on se pose vraiment des questions sur le cannabis, on compare souvent à l'alcool avec ses dangers sur la route, donc il y a vraiment besoin d'éclairer le débat public et d'aller chercher de l'information claire et pertinente sur ce sujet-là, d'avoir des données fiables et ensuite d'avoir Donc une fois qu'on a des données fiables, on peut aussi mettre en place des procédures, des lois qui vont justement renforcer la sécurité routière. La faisabilité. Quand on est en Europe, c'est plus difficile parce qu'il y a très peu d'informations sur les accidents qui sont causés sous influence du cannabis. Étant donné que c'est quelque chose d'illégal, très souvent les conducteurs qui ont ce genre d'accident vont ou cacher l'information ou, c'est ça, entre autres, faire cacher l'information. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que pour pouvoir rendre cette étude faisable, je vais aller chercher de l'information, par exemple, au Canada ou aux États-Unis, dans des pays où c'est légal, dans des pays où des conducteurs consomment du cannabis, et je vais aller chercher des enquêtes, donc je vais aller faire un corpus, je vais me prendre des tas d'articles sur cette information-là, des tas de statistiques sur cette information-là, et ensuite je vais, en collectant ces données, en collectant ce corpus-là, je vais pouvoir analyser et produire en fait des analyses qui vont me donner de l'information sur les effets ou non, la quantité ou non, la durée ou non, un peu comme les règles qu'on a avec l'alcool, avec le pourcentage, je suis désolé, je ne suis pas très bon en alcool, mais le pourcentage de grammes, milligrammes qu'on doit avoir dans le sang pour pouvoir conduire, là, ce serait la même chose avec le cannabis. L'originalité. Alors, il y a pas mal d'études qui sont faites sur le cannabis. Il y en a même beaucoup. Là, c'est difficile parce que quand on est dans une situation où le sujet a été beaucoup étudié, il faut trouver justement un bon angle pour pouvoir le justifier. La justification internationale fonctionne. Okay, on peut très bien passer d'un sujet national à un sujet international. Ça fonctionne dans l'originalité et l'inverse est aussi possible. Je peux passer de l'international au national. Et même parfois du national au régional ou au municipal. Donc les changements d'échelle jouent dans l'originalité. C'est une astuce que je vous donne. Ça peut vous permettre de gagner du temps si vous êtes lancé sur un sujet X ou Y. Parfait. La dernière, c'est la cohérence. Encore une fois, le but, quand on fait du droit, c'est de ressortir des recommandations, c'est ça, politiques qui vont être appropriées pour l'usage et la dépénalisation du cannabis. Donc ça, c'est très important d'amener une méthodologie qui vous permette de faire des recommandations en droit. Voilà, ça c'est la deuxième discipline. La troisième discipline qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celle de la psychologie. On va parler de l'efficacité des techniques de méditation sur la réduction de l'anxiété des étudiants universitaires. Premier point, encore une fois, la pertinence. Pourquoi c'est pertinent de faire une étude là-dessus ? On sait que les étudiants sont anxieux, ça fait partie du processus, un problème qu'on retrouve régulièrement à l'université, donc un problème structurel. Et on sait que la méditation, c'est un moyen de réduire l'anxiété. Donc on a un problème et on a déjà une solution. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de les mettre ensemble ? Donc là, la pertinence, c'est de voir comment on peut essayer de résoudre un problème. La faisabilité. La méditation, c'est un truc plutôt personnel, ça se vit en soi.
difficile de prendre des mesures. Quand on médite, c'est pas très clair ce qui se passe. Donc la faisabilité va chercher justement à vous pousser à aller construire des outils de mesure en fait. Donc ça risque d'être des questionnaires, ça risque d'être des entretiens extrêmement structurés parce que vous voulez vous retrouver avec exactement les mêmes mesures d'un participant à un autre. Donc si je vous réponds « je me sens bien », c'est pas clair. Ça veut dire quoi se sentir bien? Et donc tout votre travail de faisabilité va être d'être capable de prouver que vous avez un outil qui mesure le bien-être. Important. Ensuite, l'originalité. Ce qui est intéressant, c'est que on apporte un nouveau modèle de support aux étudiants. On sait que c'est efficace chez d'autres groupes, donc on change la population et donc on regarde si ça marche chez les professionnels, si ça marche chez les étudiants, après si ça marche chez les enfants. Donc tout à l'heure dans le droit, je vous disais, vous pouviez changer d'échelle, de l'international au national. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer d'une population à une autre. Les étudiants de prépa, les mères de famille, je sais pas moi, vous pouvez choisir tous les groupes que vous voulez en fait. On peut passer d'un groupe à un autre et encore une fois, on déplace la science d'un petit pas. L'important c'est de avancer d'un petit pas. Finalement, la cohérence, donc là, comme je disais, il faut être capable de prouver que votre question de recherche et votre méthodologie est cohérente, que les outils que vous avez choisis pour faire les mesures fonctionnent correctement et que ça réponde exactement à votre question de recherche du début. Donc, comment réduire l'anxiété chez les étudiants? Comment la méditation réduit l'anxiété chez les étudiants? Donc, on voit un petit peu, comme je vous disais, que ces 4 points-là reviennent tout le temps. En fait, en théorie, quand vous commencez à écrire, vous devriez avoir une bonne base là-dessus. Ou votre projet de recherche, quand vous le déposez, vous devriez avoir quelques petites idées là-dessus. Si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter. Il y a certains étudiants qui m'ont proposé de faire un Tipeee. Je ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais pas trop comment ça marche. Je ne pense pas que je vais me lancer là-dedans, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Moi, je suis très curieux, je vais aller jeter des coups d'œil là-dessus, puis voir si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aide. Je suis là vraiment pour vous aider. Puis, on se voit une prochaine fois.